Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur Bitcoin et on ira faire plus ou moins ce que j'appellerais un épilogue sur le feuilleton Luna. Donc on ira vraiment en profondeur, analyser on-chain un petit peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la newsletter de Glassnode que je vous engage à suivre a fourni une belle analyse on-chain un petit peu de tout ce qui s'était passé. Donc on va bien entendu on va faire un condensé un petit peu de ce que nous a dit cette newsletter. On passe maintenant en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu qui peuvent être intéressés par ce contenu et qui trouvent que le contenu est de qualité, de surtout pas hésiter, bien entendu, à s'abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit like, ça pousse la chaîne ça bien vers le haut, c'est une bonne façon de dire merci pour le temps passé, et puis voilà, un commentaire éventuellement. Ici, vous comprenez que on est sur un scénario de V-bottom pour le moment, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas revenu tester ici ce plus bas, c'est-à-dire que là, on a fait ce bottom en V, et ensuite on est tout de suite passé au-dessus de résistance, mais qu'on n'est pas réellement venu retester ici ce plus bas et pour éventuellement partir sur un W bottom, ce qui en général est beaucoup plus sérieux que, voilà, on va dire, comme bottom. Donc pour l'instant on a été testé qu'une fois ce niveau des 26 000, selon les exchanges c'est 25, voilà, etc. Et puis on a rebondi et puis on s'est mis ici dans cette configuration de plus haut, de plus en plus haut et plus bas de plus en plus haut, donc ce qu'on appellerait une tendance haussière, d'accord ? Pour le moment, ce qui me gêne, moi, c'est qu'on n'arrive pas à repasser ici les 31 000 $, et pour moi, c'est un niveau très important qui correspond à un point de volume profile. Là, vous voyez qu'on rentre dans un creux de valeur où il n'y a pas eu beaucoup de business, et si jamais on passe en dessous de ce creux et qu'on commence à latéraliser, je dirais que si on fait 2 bougies, 2 semaines à l'intérieur de ce creux de valeur, on a des très bonnes chances ici de le traverser entièrement. Le traverser jusqu'à cette zone voudrait dire rebondir aux 20 000 $, le traverser jusqu'à vraiment tout en bas voudrait dire aller jusqu'aux 12 000. Donc vous comprenez ici que le fait de s'extirper un petit peu de cette zone, de rapidement passer au-dessus des 31, est pour moi très important, en tout cas sur le prochain trimestre, voilà, sur Bitcoin. On en a beaucoup parlé dans les dernières vidéos, donc du coup on va pas épiloguer pendant 50 ans là-dessus. Voilà, il faut passer les 31 pour vraiment passer sur quelque chose de beaucoup plus bull. Est-ce qu'on peut passer les 31 ? Pour moi la réponse est oui, et vous allez voir que ça va être le cas quand on va regarder l'order flow et le sentiment sur le marché. Il y a certaines choses qui pourraient nous dire que potentiellement on va pouvoir repasser ici cette semaine ce niveau-là des 31. Ensuite, on va faire vite fait le fonda, ici sur le Wall Street Journal, visiblement Mariupol qui s'est rendu, enfin tout ce qui était dans l'usine Azovstal à Mariupol qui s'est rendu, donc le siège de Mariupol serait probablement terminé, c'est ce qu'on voit un petit peu sur le Wall Street, il n'y a pas beaucoup de choses en plus. Ensuite, ici sur MarketWatch, on nous parle de Warren Buffett, etc. Pas énormément de choses de ce côté-là. On nous parle ici de Janet Yellen qui, suite au crash de Terra Luna, veut rendre un petit peu plus aiguisées toutes les régulations sur les stablecoins et les cryptos. Donc dans la prochaine régulation qui va avoir lieu, probablement beaucoup de protection des consommateurs, ce genre de choses-là. Et bien entendu, une grosse porte ouverte pour le CBDCs, le dollar numérique, hein, en fait, voilà, le dollar qui serait sorti par la Fed et qui serait approvisionné et backé par la Fed. Ensuite ici sur le calendrier, on va dire le calendrier économique, attention, demain à 2h, on a Jérôme Powell qui va parler et qui va être interviewé par le Wall Street Journal. Donc peut-être qu'il va y avoir des annonces à ce moment-là, attention à ça. Donc surveillez bien les marchés demain à 2h Eastern Time, donc ça doit faire je pense 7h chez nous si je me trompe pas. On peut vérifier ça ensemble, je me trompe toujours sur les Eastern Time. Donc on a dit 14h Eastern Time, voilà.
20h, pardon. Donc 20h ici, ici en France, on aura éventuellement une interview qui sortira de la part du Wall Street Journal pour Jérôme Powell. Ici, on nous parle de la Banque centrale d'Inde qui dit attention, les cryptos pourraient amener à une dollarisation de l'économie. Bon, l'économie est déjà largement dollarisée, donc bon, c'est à prendre entre des pincettes. Ici, bah, bien entendu, vous comprendrez que il restera une bataille entre les stablecoins et effectivement, aujourd'hui, on vous donne des prix en dollars, etc. Donc c'est vrai que c'est pas faux que les États-Unis ont très bien joué cette carte de la crypto et ont très bien joué cette carte de l'adoption éventuelle des crypto-monnaies. Et donc du coup, bien entendu, comment dire, dans cette espèce de bataille, les Chinois ont un petit peu mal joué l'histoire, au sens où ils ont banni Bitcoin, ils ont banni les mineurs de Bitcoin l'été dernier, et donc du coup, ça peut peut-être être un frein pour eux, et si jamais effectivement les cryptos étaient potentiellement la nouvelle façon d'échanger, ça pourrait être quelque chose qui pourrait freiner, on va dire, la dédollarisation de l'économie. Encore que, voilà, ça se discute, mais voilà, on a cette information comme quoi l'Inde n'est pas très bullish là-dessus. Et ici sur CoinDesk, on n'a pas grand-chose, on nous parle encore de Luna, etc. et de pas mal de choses autour de Luna dont on va parler en fin de vidéo. Donc du coup, restez bien jusqu'à la fin. Ici, en ce qui concerne la distribution, notre ami la baleine numéro 3 a fait une action. Il a vendu 1500 BTC. 1500 BTC qui ici sont sortis donc au prix de $30 000. Bon voilà, il venait d'acheter pas mal de BTC, hein, 1500, 1800, 2000 BTC, autour des 28, 29. Et là, un mouvement un petit peu de recul, il vend 1500 BTC à $30 000. Donc voilà, ça c'est une bonne chose à savoir aussi, ça permet aussi d'essayer de réfléchir à ça. Ici on a la balance de Luna, donc voilà. Ensuite on va aller voir éventuellement les carnets d'ordre et le sentiment. Vous comprenez ici qu'on a un carnet d'ordre qui est beaucoup plus rempli que ce qu'on avait quand on était dans d'autres zones. Je trouve que ici ça se remplit bien, et à la vente et à l'achat. Donc du coup, c'est pour ça que le prix est un petit peu bloqué entre deux bornes. Ici, on a beaucoup de gens qui veulent acheter plus bas, beaucoup de gens qui veulent vendre plus haut, beaucoup de gens qui se décident maintenant autour des $30 000 à vendre ou acheter. Donc du coup, ça donne un carnet d'ordre beaucoup plus rempli que ce qu'on a pu voir sur certaines zones où vous vous rappelez qu'on était quasi vide. Là, vous voyez tous les ordres qui sont rentrés à l'achat sur cette zone entre 20 000 et 30 000, donc le prix actuel. Vous voyez que ça s'est beaucoup plus densifié en bas ici par rapport à ce qu'on pouvait avoir autour du 11 mai. On a beaucoup plus d'ordres qui sont rentrés, d'accord. Et à la vente, c'est un petit peu la même chose. Là, on le voit pas énormément, mais avant qu'on ait ce gros sell-off, on avait assez peu d'ordres à la vente. Alors attendez, on va essayer de le regarder. Donc là on était 19 mars, ouais, on va essayer de voir ça un petit peu plus. Ouais, c'est pas flagrant. Non, à la vente, oui, à la vente, on a un petit nuage là, mais c'est comme dans toutes ces périodes de rebond là, en fait, autant pour moi. Donc du coup, non, on est plutôt cohérent ici. Par contre, je trouve que à l'achat, le carnet d'ordre se remplit bien, et je trouve que à la vente aussi, on commence à avoir des velléités de vente. Donc ça veut dire que le prix va devenir de moins en moins liquide ici, et on va avoir peut-être un petit peu moins de volatilité que ce qu'on a eu par le passé. Ensuite, ici, les options, Max Pain Price à $32 000 pour ce vendredi 9h, donc dans 3 jours à partir de là. Le Max Pain Price est le prix qui fait souffrir le plus d'acheteurs d'options. Vous comprenez ici que les market makers qui ont vendu ces options, on va dire, ont intérêt à pousser le prix ici vers le haut pour que la majorité des acteurs sur le marché soient rects et que leurs options ne soient pas exercées. On a un put-call ratio. Alors les puts, c'est ceux qui jouent le Bitcoin à la baisse, les calls, c'est ceux qui jouent le Bitcoin à la hausse. On a un put-call ratio qui est très important en faveur des puts, c'est-à-dire que beaucoup de gens ici ont vu le Bitcoin baisser. Et vous comprenez que là, ici, sur tous les puts, en fait, c'est là où se trouve le curseur, hein, que ça joue. Vous comprenez ici qu'on est en train de faire gagner quelques calls et quelques puts. Alors, ces calls sont probablement rentrés bien avant. Voilà, vous comprenez ici que, en tout cas, le Max Pain Price se trouve autour de 32 000, je dirais potentiellement entre les 32 et les 34.
Pour moi, d'ici vendredi, on pourrait très bien se trouver entre les 32 et les 34, et je vais vous expliquer pourquoi ici. D'abord, on a des altcoins qui sont majoritairement shortés, même si ce mouvement n'est pas évident. On n'a pas une énorme augmentation ici de l'open interest, excusez-moi. Mais on a quand même une majorité de shorts ici sur les altcoins, et ça veut dire aussi qu'elles ne sont pas majoritairement longuées. Si on n'arrive pas ici à reset le funding, vous comprenez que le funding est le taux d'intérêt variable payé par la majorité du marché. Donc s'il est négatif, ce sont les shorters qui payent. S'il est positif, ce sont les longers qui payent. Et ici, on est toujours en funding négatif, donc une majorité de shorters sur le marché actuellement. Ici, on est sur le Bitcoin, et moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup, que je trouve vraiment très intéressant sur ce mouvement, c'est qu'on commence à avoir des grosses vagues de short, beaucoup de monde qui rentre ici assez fortement en short. On voit l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation qui augmente énormément, et tout en ayant un funding qui diminue et qui passe dans le rouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais plus quand on avait analysé la dernière fois, mais c'est pas grave, là il a pas dû enregistrer depuis un moment. Quand est-ce qu'on a fait une vidéo hier? Oui, hier on a fait une vidéo, je crois qu'il n'y avait pas grand chose, c'était assez flat. C'était assez flat, puisque là, on n'avait pas d'augmentation vraiment du nombre de contrats en circulation, je crois, sur ce mouvement de funding. Là, on était déjà aujourd'hui ou pas 16 mai, non, on est le 17, donc ça, c'était bien hier. Ici, augmentation du nombre de contrats et augmentation du funding. Donc, ce niveau, s'il avait été à prendre en short, a été pris dorénavant. Ici, le nombre de contrats diminue, le funding diminue également, tout simplement puisqu'on re-long squeeze par-dessus, donc pas beaucoup de shorters là-dessus. Est-ce qu'on a un niveau à prendre ici du côté des longueurs? Oui, mais il est vraiment infime, c'est-à-dire qu'on aurait un petit niveau à prendre en longue à peu près par là, d'accord? Cet endroit où vous comprenez que l'open interest a réaugmenté et le funding était en réaugmentation aussi, sur toute cette zone-là. Donc là, on a eu un petit niveau à prendre en long, on va le mettre en rouge. Hop. Et puis ensuite le nombre de contrats latéralise là pour le coup. Ici on long squeeze, c'est-à-dire qu'on vient corriger un petit peu une partie de ces longues, donc du coup pas vraiment de mouvement notable à faire ici. Il y a pas, et pour moi il n'y a pas de niveau de short à prendre. Ici le nombre de contrats réaugmente sur des longueurs, donc on aura aussi un niveau à prendre en longue également ici, d'accord. Ensuite, là, on relong squeeze à nouveau, on revient chercher ce deuxième niveau, et puis ensuite, forte augmentation ici de l'open interest, vous le voyez, très forte augmentation, beaucoup de monde qui rentre ici en short sur toute cette montée, vous voyez que le funding diminue, et on arrive au climax de cette... de ce marché extrêmement shorté, on va dire pas extrêmement, mais voilà, avec beaucoup d'open interest quand même, à ce point-là. Ensuite, le prix se retourne, pas d'augmentation du nombre de contrats ici, légère augmentation du nombre de contrats avec diminution du funding, donc on aura un niveau à prendre ici aussi, mais c'est à peu près le même. Ici, on continue à long squeezer, c'est-à-dire qu'on nettoie tous les longueurs qui étaient rentrées entre-temps. Ici, très légère augmentation du funding, avec très légère augmentation de l'open interest avec forte augmentation du funding. Donc pour moi, on a un niveau à prendre ici à l'instant T. Est-ce qu'on avait, je regarde sur vraiment les grosses mèches, des choses à prendre? Oui, ici on avait beaucoup de longueur, mais vous voyez qu'on est venu tout de suite nettoyer ce niveau. Je regarde vraiment sur les extrêmes pour être sûr, parce que j'ai pas forcément tout enregistré par rapport à hier. Ici, on avait une forte diminution du funding avec forte augmentation. Donc là, on avait un niveau de short qui a été pris tout de suite aussi. Donc là, on est tout de suite allé liquider un petit peu tout ce monde-là. Donc voilà, oui, on est plutôt propre là avec ça. Donc 30 801 à venir chercher en haut et 29 495 à venir chercher en bas. On va maintenant aller voir sur iBlock. iBlock nous dit qu'on a une majorité de longueur ici depuis 5 jours. On a plus de longueur que de shorter. Sous les pieds, on a plus de monde que ce qu'on a au-dessus. Vous voyez qu'on a ici cette grosse position qui s'était ouverte et on est tout de suite venu nettoyer les 3 prix de liquidation. Ici, on a une grosse position qui s'est ouverte en short aussi et on est tout de suite venu la nettoyer également. Donc là, on se balade de grosse position en grosse position. Donc on va dépendre un petit peu de quelle est la prochaine grosse position qui va s'ouvrir. Néanmoins, moi, ce que j'identifie, c'est tous ces niveaux-là qui se sont faits dernièrement. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui va se passer par rapport à ces shorters-là. Pour moi, ces shorters-là pourraient nous faire remonter le prix au-dessus des 32 assez rapidement. Voilà, c'est la lecture que j'en ai.
Ensuite ici on est sur Kingfisher qui identifie les poches de liquidité à venir prendre, si vous voulez, en fonction de ce qu'il se passe sur le marché. Et là, en l'occurrence, on voit que effectivement les 31 200 à minima est une jolie. On a une jolie tour à venir prendre ici jusqu'au 31 200, 31 500. Moi personnellement, je tape sur un potentiel ici, retour carrément au 34 voire 35 sur ce mouvement-là. J'espère que ce mouvement-là va engendrer une accumulation supplémentaire, un optimisme supplémentaire et une zone d'achat au spot qui éventuellement pourrait nous relancer ici jusqu'au 35-36 et ensuite potentiellement correction. Donc voilà pour moi, voilà, on a fait le tour je pense sur BTC, donc voilà, vous le comprenez, hein. Personnellement je suis plutôt haussier très court terme sur BTC, c'est-à-dire que ce que j'entrevois éventuellement c'est que là vous voyez on a l'impression qu'on ne va pas faire un nouveau plus haut là, le marché est en train d'analyser ça comme ok il faut shorter absolument, et pour moi on va pas vraiment faire ici de nouveau plus bas, même si on peut descendre jusqu'à, on a dit 29 400, donc par exemple ici, et là on va venir prendre et surprendre un petit peu tout le monde et prendre tous ces niveaux-là pour potentiellement aller chercher, on avait dit, les autour des 34. On pourrait même ici aller jusqu'en zone de rechargement de short, c'est-à-dire les 35, 36, c'est une possibilité. Mais moi, personnellement, court terme, en fonction du sentiment, je suis plutôt haussier sur Bitcoin. Est-ce qu'il va falloir faire ce mouvement sur plus de temps, c'est-à-dire est-ce qu'on va pas devoir aussi éventuellement là voilà faire quelque chose comme ça pour engendrer encore plus de liquidité shorteuse au-dessus et là faire un gros short squeeze, tout simplement ça risque de donner un peu plus de jus à l'histoire. Si jamais c'est ça qui se passe, on pourrait potentiellement ici, étant donné qu'on accumule, vous comprenez ici aussi du monde qui va shorter en x3, c'est-à-dire que potentiellement si on accumule énormément de gens qui viennent shorter en x3 et qu'on prend un niveau ici à venir chercher à 33% au-dessus du prix, on pourrait, si on latéralise pendant longtemps dans cette zone des 27 à 30 000, revenir prendre les 40 tout simplement pour nettoyer les longueurs, les shorters, en levier x3. C'est vraiment une possibilité. Voilà, et bien on a fait le tour sur BTC, on va maintenant aller faire un petit tour sur Luna et l'analyse on-chain de ce sell-off qui a eu lieu sur Luna. Luna, ici on nous explique que c'est tout simplement l'offre de Luna contre l'offre d'UST. Donc on voit très bien que ici l'argent sort de l'UST supply était à 18 milliards et elle passe en quelques jours, en 6 jours à 11 milliards, donc un sell-off de 7 milliards, et on avait en face 343 millions en market cap pour le Luna, et vous savez que à chaque fois que vous burnez un UST, en fait finalement vous mintez un Luna, c'est-à-dire vous créez un Luna à chaque fois qu'un dollar, enfin vous créez $1 de Luna à chaque fois que vous burnez tout simplement $1 d'UST. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? L'offre de Luna a été en hyperinflation, elle n'a pas pu suivre, et on est passé de 343 millions de Luna à 6,53 trillions. Ok, donc c'est d'où bien entendu la baisse de prix sur le Luna. Ici on voit, et ça on va y venir après, ça aussi, non on va d'abord rentrer là-dessus, excusez-moi. Donc du coup ici on voit Luna avait acheté 80 000, la fondation Luna avait acheté 80 000 BTC pour pouvoir prévenir ce genre de situation où si jamais il y avait une grosse sortie de l'UST, pour pouvoir éventuellement racheter de l'UST avec du BTC pour faire remonter bien entendu la balance. Donc on voit ici qu'ils ont mis 80 000 BTC, donc c'est quand même une somme, ça fait je pense au prix actuel pas loin de 2 ou 3 milliards, je sais pas exactement si le BTC est à 30 000 $. Je vais vous calculer ça après. Je dirais que ça fait bien au prix actuel, à 30 000, oui, ça fait quelque chose comme ça. Donc du coup, ici, on voit toutes les phases où la balance de Luna, le nombre de BTC qu'avait Luna sur son wallet, a baissé. Il y a eu une première tranche le 9 mai entre 3h30 et 18h30, une deuxième tranche le 10 mai, et ici, on a une troisième tranche potentiellement le 10 mai également.
Donc effectivement, quand on regarde ça, on se dit que oui, il est tout à fait possible que Luna ait absolument tout dépensé de ses réserves en BTC. On voit ici donc la balance de Luna. Et vous vous rappelez qu'à ce moment-là, je vous avais dit qu'il y avait un retour des BTC sur les exchanges. Et on peut comprendre aussi que 80 000 BTC, qui reviennent sur les exchanges d'un coup, eh bien, ça peut donner ce type de, tout simplement. Vous voyez que là, entre chaque barre, on a 100 millions, pardon, excusez-moi, donc on a 100 000 bitcoins entre chaque tranche ici, et vous voyez que ça correspond à peu près, ces 80 000 BTC là correspondent à peu près à cette hausse qu'on a eu de retour des BTC sur les exchanges. Ici on le voit sur Gemini, où la plupart des BTC de Luna ont été vendus, également sur Binance, où d'un coup il y a un retour énorme des BTC sur Binance, et ça correspond au niveau des chiffres, pardon. Ici, on voit, comment dire, alors ça c'est autre chose, on va en parler après. Oui, donc on a fait le tour un petit peu là-dessus, et vous comprenez donc du coup que ça n'a vraiment pas marché. C'est-à-dire que cette vente de BTC n'a pas réussi à restaurer la demande sur l'UST, n'a pas réussi à tenir le prix. On a eu un sell-off qui était de l'ordre de 7 milliards au niveau de l'UST, donc ça aurait pu être, l'UST aurait pu tenir, on aurait pu tenir le DPEG si jamais ça avait été plus vite, si jamais on avait mieux ici géré les choses, mais ça a été très mal fait. Et donc du coup, ça a mis trop longtemps, il n'y a pas eu de communication, etc. Et donc du coup, il n'y avait pas suffisamment de réserves aussi. Donc vous comprenez qu'on a 7 milliards qui sortent d'un côté et 2,5 milliards qui essayent de rentrer de l'autre. Donc du coup, ça n'arrive pas à tenir, si vous voulez, l'équilibre. Et en plus de ça, vous avez également les gens qui sortent de Luna. Vous n'avez pas que des gens qui sortent de l'UST, vous avez aussi des gens qui paniquent parce qu'ils ont acheté des Luna et qui sont en train de les vendre. Donc ça devient quasi impossible, si vous voulez, de gérer les deux. Luna, pour moi, essayer de sauver à la fois l'UST et à la fois le Luna. Ils auraient dû n'essayer de sauver que l'UST et laisser Luna partir en sucette, être minté comme il fallait. Mais effectivement, backer ici la sortie des UST déjà aurait été une bonne chose. Garder tout simplement la parité entre UST et dollars. Ici, on voit, et c'est une autre. Alors, je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire sur Luna. Oui, bon, voilà, ça, on voyait que c'était. Donc, on voit ici Luna qui était à 60 $. Pour l'instant, la corrélation avec le dollar était encore bonne quand Luna était à 60 $. Personnellement, moi, j'ai fait la connerie d'acheter à cet endroit-là en me disant, tiens, cette correction, c'est chouette. Alors là, on avait peut-être des insiders, des gens qui savaient. C'est pas la question. Ici, la décorrélation de l'UST avec le dollar se fait. Et là, en 36 heures, Luna est passé de 60 $ à 0,10 $. Actuellement, je crois que l'UST a légèrement rebondi par rapport au 0,1251. Là, il doit plutôt être un peu plus haut. Je sais pas exactement. Il faudra regarder instant T. Mais voilà, en gros, vous comprenez ici qu'on n'a pas réussi à sauver le mécanisme. Les stablecoins algorithmiques sont quelque chose d'un petit peu expérimental. Donc, du coup, ça n'a pas fonctionné sur cette expérience-là qui était le Luna. Il faut comprendre aussi ici que Luna a quand même une grosse communauté de fanatiques. Luna est un projet sud-coréen qui a énormément de hype, bien sûr, en Corée du Sud. Et donc là, du coup, en fait, ils essayent de réactiver la communauté, etc. Et ils essayent de refaire rentrer à nouveau les gens sur un fork. C'est-à-dire que ils ont arrêté la blockchain, en fait, quand ils étaient à peu près, je vais vous le montrer peut-être sur l'autre graphique, ce sera plus flagrant. Ici, la blockchain a été arrêtée plus ou moins. On a plus ou moins arrêté de faire ses burns en fonction de Luna, etc. Enfin, elle a été mise en pause. Et là, pour l'instant, vous pouvez juste acheter du Luna, mais le mécanisme ne fonctionne plus correctement. Tout a été un petit peu mis entre parenthèses pour le moment. Et on a quand même eu un retour massif d'acheteurs sur Luna, puisque tout simplement le prix était intéressant. Ce retour massif a proposé, a créé une sorte de mini bull run dans le bull run, c'est-à-dire que Luna a fait, je sais pas, un fois 1000% tout d'un coup. Enfin, quand vraiment on était tout au bas, c'est normal qu'il y ait un automatique rallye qui se crée, et ça je vous l'avais expliqué en wake-off. Et donc du coup, voilà, le mécanisme en tout cas par rapport à l'UST
resté. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'il est valide étant donné que la blockchain a été mise en pause. Ici, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez, alors en vert, vous avez l'USDT, puisqu'on va parler maintenant de l'USDT, donc du Tether. Encore une fois, ces infos sont prises de la newsletter de Glassnode, qui nous a expliqué un petit peu, le titre de la vidéo s'appelait Unstable Coins, donc les coins instables. Et ici, on voit le sell-off qui a eu lieu sur Tether et tous les autres coins. Ici, vous avez l'USDC. Vous avez le DAI et vous avez le BUSD, donc le dollar Binance. Et vous voyez ici qu'il y a eu un gros sell-off et que tout cet argent est venu et est rentré sur ces trois coins que sont l'USDC, le BUSD et le DAI, excusez-moi. Donc du coup, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a eu 7 milliards qui sont sortis de l'USDT. Il y a eu un gros FUD sur USDT, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Mais il y a eu un gros FUD, donc Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire il y a tout d'un coup une espèce de mauvaise hype qui se crée autour de l'USDT, on nous dit qu'ils n'ont pas éventuellement pas l'argent et qu'on va assister à la même chose que ce qu'il y a eu sur Luna. Il y a eu un mouvement de panique par rapport à l'USDT. Tout le monde est sorti. On a 7 milliards qui sortent ici de la supply de l'USDT. Ces 7 milliards-là vont en partie sur l'USDC, à savoir à peu près 2,5 milliards. En partie sur le BUSD, je pense qu'ici BUSD a dû prendre 1 milliard. Donc on a 3 milliards et demi qui re-rentrent déjà sur ces deux coins-là. Et sur le DAI, on peut pas réellement savoir si c'est vraiment re-rentré ou pas. On voit que le DAI a ici pris un petit peu. Et le problème du DAI, c'est qu'il évolue un petit peu, il évolue différemment. Donc on peut pas réellement juste simplement, voilà, le DAI n'est pas backé directement en dollars. C'est un petit peu le même mécanisme. Enfin, c'est un mécanisme différent, voilà, pour faire simple. En gros, par contre, on sait qu'on a 3,5 milliards qui sont tout simplement cash out, c'est-à-dire qu'ils sont sortis en vrai dollar, en fiat, et ils sont sortis du marché. Ils ne sont pas en stablecoin. Donc, cette espèce de sell-off sur l'USDT, le Tether, a rapporté 2,5 milliards au l'USDC, qui était un petit peu sur la pente descendante, vous le voyez ici, et au BUSD également, qui a repris 1 milliard. Donc, ces deux coins-là, ici, ont profité de ce sell-off sur USDT. Ça, c'est un dernier graphique que je voulais vous montrer, puisqu'on en parle souvent sur la chaîne, et très souvent sur la chaîne, je vous dis, en ce moment, on a une forte accumulation des 0 à 100 bitcoins. Et on a une forte accumulation des plus de 10 000 bitcoins, mais on a une distribution des 100 à 1000 bitcoins. Et c'est ce que vous voyez ici. Là, vous voyez les supérieurs à 10 000 qui sont dans une accumulation. Les supérieurs à 1, très forte accumulation. De 1 à 10, là, il faut le comprendre un petit peu comme une note par bande, hein. Ce sont des cohortes de wallets, c'est-à-dire que ce sont tout simplement les 1 à 10, les 10 à 100, etc. Et vous voyez qu'ici, on est plutôt en distribution en ce qui concerne les 1000 à 10 000 bitcoins et les 100 à 1000 bitcoins. C'est ce que je vous explique souvent sur le channel, en tout cas ces derniers temps. C'est quelque chose qu'on a pu entrevoir sur Glassnode relativement énormément. Ensuite, on va continuer ici sur Glassnode avec l'Accumulation Trend Score. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a 0,9992, c'est-à-dire qu'on est sur des niveaux très très forts d'accumulation. Voilà, espérons que ça tienne comme ça, c'est-à-dire que cette tendance-là, si là vraiment on pourrait poser un bottom, si jamais on tient qu'on reste dans le violet pendant assez longtemps, ça voudrait dire que vraiment les bulls ici ont tenu le prix, on a fortement accumulé un dip et c'est ce qui, voilà, traditionnellement peut relancer un petit peu comme cette période-là que vous avez eu ici, un petit peu comme cette période-là que vous avez eu ici. En tout cas, c'est ce qui peut tenir le prix pendant un certain temps. Vous voyez que suite à des fortes périodes d'accumulation, alors à part celle-ci où ça n'a pas été le cas, celle-ci non plus, enfin les accumulations sur le top, hein, bien entendu. Mais suite à des fortes périodes d'accumulation, en tout cas en bas, en général, on arrive plus ou moins à tenir le prix. On va pas reparler de la dormance, etc. J'en ai parlé hier. On va pas refaire ici les points sur les baleines. On va pas refaire le point sur l'accumulation. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. C'était histoire de voilà, expliquer une dernière fois un petit peu ce qui s'est passé sur Luna. Est-ce que Luna a vraiment vendu tous ses VTC, etc. En l'occurrence, on peut voir on-chain qu'il y a des bonnes chances que ça soit le cas. Sincèrement, pour moi, si j'avais aujourd'hui par rapport à Bitcoin à essayer de faire comment on appelle ça,
des pronostics, voilà. Des pronostics, je dirais rebond court terme, et ensuite on verra. Si jamais par contre on reste un petit peu en dessous et que pendant un moment on continue à être shorté, alors à ce moment-là je vais passer boule long terme pour un rebond plutôt au 40 voire au-dessus. Si jamais vraiment par contre on commence à être longué dès qu'on fait des petits rebonds vers le haut, ce qui n'a pas trop été le cas là ces derniers temps, mais qui commence à y avoir beaucoup de longueur qui rentre ici à cet instant-là, à ce moment-là j'opterai pour un petit tour vers les 20 000. Pour l'instant c'est pas ce que me dit le prix là, ce que me dit le prix pour l'instant m'annonce plutôt un retour potentiellement à 34 rapidement et potentiellement également à 40 si jamais on traîne un petit peu là-dedans, c'est-à-dire si on accumule encore plus de shorters au-dessus. Les actions de prix qui sont un petit peu comme ça sont vraiment très bien, c'est-à-dire pour accumuler ici du shorter, vous comprenez qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut ici. Si jamais le prix là ici descend un petit peu par exemple et vient jouer avec les 28-29, vous allez avoir énormément de gens qui vont rentrer en short, ce qui va potentiellement provoquer un rebond sur ce niveau-là des 28-600. On peut très bien rebondir aujourd'hui, maintenant on n'est pas obligé de faire un nouveau plus bas par rapport à ça. Moi j'aimerais bien qu'on n'en fasse pas, c'est-à-dire qu'on reste vraiment dans cette logique de plus haut de plus en plus haut et plus bas de plus en plus haut. Voilà, pour moi ça serait vraiment le scénario idéal. Maintenant, voilà, donc je suis plutôt long sur Bitcoin et les altcoins qui vont avec à l'instant T. Personnellement, voilà, je considère que on est dans des très bonnes configurations ici pour faire un petit short squeeze, un petit rallye de soulagement. C'est une vision, ça n'engage que moi, et quand je rentre sur ce type de scénario, personnellement je le fais avec un risk management très maîtrisé. J'ai fait une vidéo dédié au risk management qui, je pense, si vous voulez investir ou comment dire, trader Bitcoin et les crypto-monnaies, si vous voulez faire un des deux, que ça soit investir ou trader, je pense que c'est vraiment important que vous alliez voir cette vidéo. Dernière petite chose, le Fear Index qui est à 8, on est quasiment sur un plus bas historique ici. Je pense que le plus bas qu'il y a eu, ça doit être 6 ou 5, mais voilà, on est vraiment sur un niveau d'extrême peur. Donc voilà, ça peut être aussi des bons niveaux de bottom également. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et mettre un petit like et un commentaire éventuellement. Si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt tong espadrille, tong qui passe entre les doigts de pied ou tong avec la lanière au-dessus? Est-ce qu'il vous arrive de porter des sandalettes avec des chaussettes? Ça sera le commentaire à la con du jour, donc c'est-à-dire le commentaire qui n'a rien à voir absolument avec le prix de Bitcoin. Donc tong, espadrille ou tout simplement sabot en bois selon votre région. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera pas demain, parce que demain je vais pas faire de vidéo, j'ai une journée trop chargée. On se retrouvera après-demain pour un nouveau point sur Bitcoin. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.